comme une simple compétition, mais comme un événement planétaire, un choc d'émotions, de mémoire, de puissance sportive et d'espérance collective. Le mondial, ce n'est pas seulement des matchs, des buts, des trophées et des stars. C'est une histoire, une empreinte sur les peuples. C'est une marque sur les nations. Et pour nous, Africains, c'est aussi une immense scène de révélation, de fierté, de combat et de projection. À l'heure où le monde du football régale déjà vers 2026, nous avons choisi, ici sur DNTV, de numéro, nous allons parler du Mondial 2026, revenir sur l'histoire de la Coupe du Monde, mesurer son impact sur les nations, interroger les retombées pour l'Afrique et saluer aussi ces joueurs africains que le Mondial a révélés ou a confirmés au monde entier. Pour lancer cette grande première, j'ai l'ainsi honneur de vous annoncer que je serai le pilote du train en partance pour les États-Unis, escale au Canada, escale aussi au Mexique. Ce train, c'est DNTV, un train, me direz-vous, sonore, mais qui prendra la route. En route pour le mondial, ça commence maintenant avec 2 copilotes parmi tant. J'ai d'abord l'ainsi honneur de vous annoncer Léonard Dubo, présentateur sportif, animateur. Bonsoir à vous. Bonsoir Raj. Autre copilote, Maître Yao Emile, juriste, analyste sportif, passionné de sport. Maître, je vous salue. Merci Raj de m'avoir invité. Cette émission commence maintenant avec les grands titres de ce rendez-vous. Comme titre, on parlera de la Coupe du Monde 2026. Une première, 48 nations, dont 10 venant de l'Afrique. C'est vraiment une première. Si vous vous rappelez, la première participation africaine, c'était en 1934 avec un seul pays. Par la suite, 2 pays, 5 pays aujourd'hui, 10 pays. C'est une première. On parlera des retombées de la Coupe du Monde. Une Coupe du Monde qui va s'appeler désormais le Mondial. Le Mondial intervient en 1980. Qu'est-ce que l'Afrique a pu avoir à travers les gains des retombées de ce mondial-là? Tout un parcours avec Maître Yao. On reste en Afrique pour parler des talents. Oui, il y a eu des talents qui ont éclaboussé l'épreuve. Quels sont ces talents-là? Léonard Dubo nous fera également un petit compte rendu. Voici les monstres sacrés de ce football africain. En route pour le mondial, c'est toute une panoplie de recherche. On parlera du ballon, du premier ballon du mondial, qui pesait 1 kilo. Aujourd'hui, on ne parle plus de kilos, on parle de grammes. Beaucoup de choses à comprendre et chaque semaine, ça sera comme ça sur le train. Bata Pavillon ou Floqué, DNTV. DNTV, c'est une trouvaille, on en parle tout à l'heure dans cette émission. Mesdames et messieurs, encore une fois, bonsoir. Bienvenue sur cette chaîne qui rivalise avec les grandes parce qu'elle est ambitieuse. Son leader même est ambitieux et on fait le chemin avec. En route pour le mondial, c'est vraiment lancé maintenant. Messieurs les consultants, on parlera un peu d'un petit contexte. Pourquoi avoir lancé une telle chaîne sur la route du mondial? Que veut DNTV? C'est ambitieux, ça fait rêver. Maître Yao, ça vous dit quoi? Vouloir se saisir d'une épreuve aussi mondiale. Et pourtant, il y a plusieurs chaînes. Il a osé, notre frère John Chahin. Absolument. Vous savez que John Chahin ne fait pas les choses comme les autres. Et on le connaît comme un homme de culture, c'est vrai, mais il ne fait pas, même dans la culture, il ne fait pas comme les autres non plus. Et c'est évident qu'en rentrant dans le sport avec sa chaîne, il veut faire la chose autrement. C'est normal qu'il prenne les grosses têtes de la communication sportive, dont vous faites partie, ça faut fuyant. Et puis d'autres consultants, d'autres vedettes sûrement qui passeront sur ce plateau dans le cadre du mondial de DNTV. Ouais.
Léonard, DNTV voit grand, voit peut-être pas comme les autres, mais son ambition n'est-elle pas aussi démesurée vu l'ampleur de l'événement? Mais comme l'a dit Maître, hein, John Sombo, il est connu dans l'espace culturel. Et aujourd'hui, s'il met en place cette télévision, c'est parce que bon, il veut la visibilité. C'est une télévision qui est innovante. Et donc, le fait de s'approprier le mondial prouve déjà que cette télévision veut aller loin. Et nous, on ne pourra que l'accompagner avec un grand plaisir. Ouais. C'est comme quoi, on n'a pas besoin d'être sur les satellites pour couvrir la Coupe du Monde. On peut être même ici à Angré, en Côte d'Ivoire, pour étaler tout sur ce mondial-là. Justement, le mondial 2026, c'est l'événement dans quelques mois, pour être précis. Ce mondial à 48 nations, ce mondial en première, organisé par 3 nations, une première, on le disait, ça donne à réfléchir, il y a matière à débat. Absolument. En guise de première, vous savez qu'une petite nation comme le Cap-Vert s'y trouve. Ça fait mal que le Cameroun n'y est pas. Mais ça arrive, c'est ça le sport. Et donc, en termes d'organisation, on verra ce que ça va donner. Tout à l'heure, on parlait des impacts. Mais 3 nations organiser une Coupe du Monde, c'est la première fois. Et on verra un peu, ça va servir des liens beaucoup plus renforcés entre ces 3 nations, peut-être. On ne sait pas. C'est pas sur tous les plans qu'ils s'attendent quand même toujours. La mairie ne s'attend pas toujours à des voisins. En tout cas, Laura. Bon, Rach, c'est totalement inédit, hein? 3 nations qui organisent une Coupe du Monde. Bon, c'est la première fois qu'on voit ça. Nous sommes curieux de voir jusqu'où ça va nous amener. Mais la spécificité, c'est que la Côte d'Ivoire, l'Afrique se retrouve avec 10 nations. 10 nations donc qui vont vendre chèrement la peau de l'Afrique et qui vont prouver aux autres nations qu'avec en football désormais, il n'y a plus de petites équipes. Avec le nivellement, certaines équipes comme le Cap-Vert se sont retrouvées en Coupe du Monde au détriment des Lions indomptables du Cameroun qui ont un passé glorieux et qui, raisonnablement, devraient se trouver dans ces 10 équipes-là. Quand on regarde un peu dans le rétroviseur et pour le récent mondial, on a vu une équipe marocaine surprendre tout le monde, jouant même la demi-finale. C'est un avertissement sans frein, me direz-vous. L'Afrique est considérée autrement aujourd'hui. Absolument. Les compétitions ne se ressemblent pas. C'est vrai qu'au niveau africain, le Maroc n'est pas le sommet, parce que, bon, ça c'est une petite parenthèse. La première étoile du Maroc en Coupe d'Afrique, ça ne sort pas du terrain, ça sort d'une autre décision administrative. Elle enquête d'une deuxième étoile par une décision administrative, c'est vrai. Mais les réalités dans le football ne sont pas les mêmes. On ne peut pas les déporter. La preuve, bien que ce soit le Cameroun et autres qui ont beaucoup plus d'étoiles, c'est le Maroc seul qui pour le moment a joué la demi-finale. Et pourquoi ne pas rêver? Si on se retrouve dans les 8 dernières équipes avec 2 équipes africaines, il est certain qu'on vient à la Coupe. Et je veux que la Côte d'Ivoire vienne à la Coupe. Je pense que la Côte d'Ivoire mérite aussi de venir à la Coupe. Vous pensez que 2026 serait l'année de l'Afrique? Écoutez, Rach, après on va dire le bon comportement du Maroc qui est allé en demi-finale, un fait historique. Le Maroc qui arrive en demi-finale de la Coupe du Monde et qui bouscule toute la hiérarchie, c'est un fait historique. Nous espérons simplement que les autres pays vont copier le Maroc et enlever, on va dire, parce que certains pays par moment sont complexés. Il faut être totalement décomplexé, jouer avec les grandes nations de football, puisqu'on a l'avantage d'avoir, tous nos joueurs sont quasiment des professionnels. L'équipe nationale de Côte d'Ivoire, dans son exemple, a tous ces joueurs qui sont professionnels, aucun joueur ne vient de Côte d'Ivoire. Donc ces joueurs-là se frottent avec les plus grands joueurs du monde et forcément, ça devrait donner quelque chose de positif. Ouais. Aujourd'hui, d'aucuns disent, certains spécialistes disent, je ne sais pas si vous convenez avec eux, que le rectangle vert est en train de perdre de ses étoiles, de ses talents. On parle certes de Mbappé, de certains joueurs, mais on n'a plus de joueurs racés. Est-ce que ce rendez-vous, Émile, serait le rendez-vous du nivellement de nouvelles trouvailles aux nouveaux talents, ou bien on restera encore statique en comptant sur ces vieux meubles qui sont en train de partir? Pourquoi le Brésil n'arrive plus véritablement à dominer le football mondial? Parce que ces éléments s'exportent en Europe. Et ils essaient
dans leur fonctionnement d'européaniser le football. De sorte qu'il n'y a plus ce rêve-là, il n'y a plus ce côté yéyé-là qui fait rêver, qui fait que c'est différent des autres. On essaie de jouer tous de la même manière. C'est-à-dire on ne cherche pas des vedettes, des oiseaux rares, comme Ronaldinho, comme même Neymar. Vous voyez que quand Neymar vient en Europe, il n'a pas le succès qu'il fallait. Parce que simplement, les nations, elles ne peuvent marquer l'esprit des gens que par les oiseaux rares. Mais Mbappé, c'est un produit purement européen. Là-bas, comme Drogba le disait, je n'ai pas fait une école de football, mais je me suis adapté, j'ai appris beaucoup de choses. À l'état brut. À l'état brut. Et cette Afrique-là peut apporter cet état brut-là et trouver des oiseaux rares dans ce mondial? Ben, nous l'espérons. Nous l'espérons. C'est vrai qu'aujourd'hui, en Afrique, on n'a plus des joueurs du niveau de Samuel Eto'o, Didier Drogba, El Hadji Diouf, Abedi Pelé et tout ça. Mais bon, nous espérons simplement qu'avec les talents qui sont là, l'Afrique, c'est vrai que le football, c'est pas seulement les noms. Hein. Il faut avoir aussi en place une équipe qui joue tactique, qui joue technique pour aller de l'avant. Le football, c'est ça. C'est l'équipe qui joue tactique qui, par moment, remporte les matchs. Donc, voilà, il faut jouer avec un bloc serré et puis se dire, bon, on peut aller jusqu'en finale. Notre sélectionneur Faye Mess le disait, hein, tantôt, la Côte d'Ivoire va aller le plus loin possible. Nous espérons simplement qu'on aura les moyens technico-tactiques de faire ce que le sélectionneur a dit. En juin, première semaine plus 4, coup d'envoi de ce mondial. Le mondial, justement, DNTV a tout prévu. Nous avons des correspondances partout, au Canada, au Mexique et aux États-Unis. On va aux États-Unis, justement, prendre le pouls de la situation. Ça n'a pas encore commencé, mais déjà, les choses se précisent. N'est-ce pas, notre correspondant à Philadelphie, Charlie ou Charles Gnonto. Vous êtes sur DNTV, salut Rach, c'est Charles Gnonto, depuis la Philadelphie, en Pennsylvanie, aux États-Unis. Nous sommes ici, à Philadelphie, à l'endroit même où les éléphants de Côte d'Ivoire, l'équipe nationale de football de Côte d'Ivoire, déposera ses valises. Nous sommes ici, non loin du stade Subaru Park, le lieu où les éléphants de Côte d'Ivoire s'entraîneront, l'endroit où ils prépareront leur entrée en lice. Entrée en liste qui est prévue pour donc le 14 juin face à l'Équateur. Rach, il est important également de vous signifier que ici l'ambiance bat son plein dans les restaurants, dans les bars, dans les supermarchés. On peut sentir déjà les préparatifs, des drapeaux, des associations, des fan clubs. L'atmosphère continue de monter, la température monte. On se prépare donc à accueillir la fête du football mondial ici à Philadelphie, l'un des endroits bien sûr qui va abriter la Coupe du Monde. Il est important de mentionner que cette coupe donc sera pour nos téléspectateurs organisée bien sûr par 3 pays, les États-Unis d'Amérique, le Canada et le Mexique. Les États-Unis d'Amérique qui sont donc ont 11 villes qui accueilleront donc la compétition, donc bien sûr Philadelphia où nous sommes présentement pour DNTV, la chaîne des exclusivités. Nous, pour nos téléspectateurs, montrerons donc l'ambiance dans les quartiers, l'ambiance dans les restaurants, l'ambiance dans les bars, afin de montrer non seulement l'aspect footballistique des choses, mais également la fête autour de l'événement qui rassemble plusieurs pays. Il est important également, Rach, de mentionner qu'il y a 10 pays africains, bien sûr, qui rentreront en lice dans cette compétition. L'une des plus grandes, d'ailleurs, de l'histoire du football. 48 pays, 10 pays africains, 104 matchs, jamais vu dans l'histoire du football. Cela se veut, cet événement se veut l'événement technologique, la coupe des technologies. On parle de l'intelligence artificielle qui va même assister la VAR. On parle des arbitres qui porteront des caméras. Ce sera vraiment la coupe des coupes. Et nous vous assurons que nous serons près de l'événement afin que vous ne manquiez rien de la fête du football mondial. Alors, nulle part ailleurs, comme je vous le disais, vous êtes sur DNTV, Charles Gnonto, depuis la Philadelphie, en Pennsylvanie, aux États-Unis d'Amérique. Vraiment, Rach, à vous, Abidjan. Monsieur a écouté, Charles, il y a pour ce mondial-là des nouveautés. On nous parle des caméras portées par des arbitres. Tout ça, c'est quoi encore? Il y a l'intelligence artificielle qui rentre en jeu, menaçant même la VAR. C'est une autre trouvaille de l'International Board à l'appui de la FIFA. Cette trouvaille-là, pourquoi? Est-ce que le football n'est pas en train de glisser
dans un laboratoire au détriment même du rectangle. Bon. Rach, vous savez, toutes les nations, toute organisation qui souhaite évoluer n'est jamais satisfaite. Il faut comprendre les choses comme ça. Et c'est ça qui est le mal de d'autres pays qu'on appelle les pays sous-développés. Tout ce qu'on fait, ce n'est pas encore parfait. Et de l'autre côté, les gens sont conscients. Mais faire porter une caméra par un arbitre, peut-être qu'on s'est dit, c'est vrai, il y a les drones un peu partout, mais l'œil de l'arbitre est plus proche du match. Par exemple, vous avez regardé le match passé, hier, comme ça, où l'arbitre a donné un pénalty. Mais le pénalty a failli se répéter. C'était la vigilance de l'arbitre, parce que le joueur a fait comprendre qu'on avait marqué son pied de la même façon. Donc, je pense que quand mettant une caméra sur l'arbitre, peut-être c'est se rapprocher de l'arbitre, pour que l'arbitre voit de plus près ce que l'arbitre a vu. Mais ce que Charles vient de nous dire aux États-Unis, autre chose. L'ambiance déjà qui est créée, nous pensons que, et comme on va le dire dans les retombées, voilà par exemple les retombées. La Côte d'Ivoire y sera, avec sa culture, avec sa gastronomie, c'est sûr, avec son ambiance, avec sa chaleur. Soyez sûr que le Placali sera, le Congolais, il sera. Et c'est ça qui fait l'Ivoirien. Quand les Ivoiriens sont là, ça bouge. Ils iront, Ouais. ils iront, ça c'est sûr. Alors, on a voulu, le manager de cette émission, Mike Tchengo, me fait signe qu'on a perdu la liaison avec Charles Nyoto. Je voulais lui poser cette question. Mais, dans notre prochain rendez-vous, on fera tout pour que on puisse parler de gastronomie, parce que le maître Émile me fait déjà saliver. Les Ivoiriens vont tout partir, ils vont partir avec tout cela. Vous avez écouté Charles, ça nous fait déjà voir qu'à Philadelphie, par exemple, lieu de retraite de la Côte d'Ivoire, des éléphants de Côte d'Ivoire, ces enfants-là, nos garçons, ne seront pas à l'étranger. Ah mais oui, la Côte d'Ivoire, avec son ambiance habituelle, va envahir Philadelphie complètement. Les Ivoiriens, on connaît leur chaleur, leur envie de s'amuser. Bon, le football lui-même étant un jeu, c'est vrai que par moment, la passion prend le pas sur le jeu. Mais bon, la Côte d'Ivoire, avec ses atouts naturels, nous savons que déjà en Philadelphie, il y aura du feu. Les Ivoiriens vont faire la fête comme ils savent si bien le faire. Il y aura d'autres correspondants qui vont intervenir tout au long de ce parcours en route pour le mondial. On fera des escales, par exemple, au Maroc pour voir comment le Maroc se prépare. On fera aussi des escales au Ghana pour voir les Black Stars. Pourquoi pas aller du côté de la France, de l'Allemagne, et puis bon, focaliser toute notre énergie sur la compétition, où on aura chaque jour, chaque 2 jours, à faire le débrief des faits marquants des matchs passés et les matchs à venir. On sera donc au Canada, on vous ne manquerez de rien. On sera à New York, à Philadelphie ou à Mexico. Et ce qui fait la spécificité de DNTV, c'est que notre mondial, ce sont les coulisses. Et beaucoup de gens, beaucoup de téléspectateurs adorent donc les coulisses. On va vous en donner un gogo. Messieurs, on va parler un peu de ce mondial dans son antériorité et maintenant. 1934, la Coupe du Monde s'est jouée à 13 équipes. 9 de l'Amérique, Amérique du Sud et autres, et 4 seulement de l'Europe. Le fait marquant de 1930, c'est que les Européens, malgré leurs moyens, et puisqu'il n'existait pas de ligne civile, ils étaient tous obligés d'aller en bateau. Beaucoup n'ont pas eu ce bateau. Le bateau mettait pratiquement 3 mois pour arriver en Uruguay. Mais ça a été le départ d'une aventure qui est aujourd'hui planétaire. Oui, j'imagine 3 mois sur un bateau, avec le mal de mer, avec tout ce qui est difficulté sanitaire. C'est sûr que les gens ont dû perdre du poids avant d'arriver, d'autres ont perdu. C'est sûr. Donc, c'est ça qu'ils ont joué. Mais ça veut dire que c'est cela qui a pu expliquer l'absence aussi des Africains. Quels moyens les Africains ont monopolisé un bateau 3 mois, ça veut dire c'est le trajet aller. Il faut aller jouer puis revenir peut-être sur 3 mois. En 1930, quel pays africain qui était indépendant qui pouvait se suffire, se payer ce luxe? Ils étaient tous sous colonisation. Voilà, je pense que c'est ça. Effectivement. 1930? Oui, mais de toutes les façons, je suis d'accord avec vous. Aujourd'hui, je ne connais pas encore beaucoup de pays qui ont des bateaux, des lignes commerciales. Peut-être des bateaux militaires, peut-être. Peut-être qu'ils sont partis dans les bateaux militaires, mais je pense que
Et à cette époque-là, peut-être qu'il y avait un bateau en Afrique qui partait vers Marseille, puisque c'est l'entrée de la France pour toute l'Afrique francophone. Mais avoir un bateau pour aller jouer, mais quel est le pays qui monte? Le Sénégal, l'AOF, bon, d'ailleurs, la Côte d'Ivoire. C'était compliqué en 1930. Vous avez vu, 1930, l'Afrique était carrément de côté. Il n'y a pas de pays. Il n'y avait même pas de république en Afrique. Il n'y avait pas de république, donc voilà, les choses étaient difficiles. On va dire simplement que ceux qui sont rendus là-bas, ils ont souffert. Ça a été un véritable calvaire, un chemin de croix. Parce qu'on ne peut pas aller 3 mois en bateau et puis vouloir raisonnablement participer à une compétition avec un esprit olympique et gagner ce genre de compétition-là. C'était vraiment pénible et heureusement que les choses ont changé d'ici là. Et autre fait de ce début de Coupe du Monde devenu aujourd'hui mondiale, c'est que lors de la finale, il y a eu un fait marquant. Chaque nation voulait jouer avec son ballon. La FIFA, en son temps, avait tranché pour dire non, 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 si vous voulez, l'Argentine, vous venez avec 2 ballons, l'Uruguay, vous venez avec vos 2 ballons et on va faire le jeu. En première partie du match, les 2 ballons qui étaient joués, c'était les ballons argentins. Et l'Argentine avait mené 2-1. Et en seconde, à la reprise, l'Uruguay vient avec ses 2 ballons. Ça fait 4-2 au final, pour cette finale historique. Mais l'autre fait, c'est que ce ballon que vous voyez à l'écran, c'est un ballon de 1930, joué aussi en 1934. Le poids de ce ballon, c'était plus d'1 kilo. Ouais. Imaginez un peu les frappes. Il fallait avoir de bonnes chevilles pour pouvoir frapper ce ballon. D'où sont sortis des traumatismes crâniens, d'où la révolution au niveau de la fabrique du ballon. Aujourd'hui, nous parlons de 430 grammes, 450 grammes au plus. Sinon, 1 kilo, monsieur, il fallait être... Je pense que c'est pas qu'à ce moment, il n'y avait pas encore le Bousier. Qui avait beaucoup les jeux de tête. Je pense qu'il allait... Il allait avoir ce traumatisme. Il y a un coup de boule. Ce traumatisme-là. En parlant de ballon, il y a eu vraiment évolution. Oui, il y a eu évolution. Aujourd'hui, les ballons qu'on joue sont des ballons vraiment conventionnels. Ils ne causent pas de traumatisme crânien ou bien des maux de cheville. Donc, ce sont des ballons qui... On va dire, la FIFA a réfléchi de sorte à pouvoir éviter que les joueurs... Déjà, le fait de courir sur un terrain de football, c'est déjà une équation à résoudre. Maintenant, si le ballon doit avoir un rôle négatif encore, je pense que la FIFA a bien réfléchi. Aujourd'hui, les ballons sont plus jouables. Mais Rach, je voulais ajouter quelque chose sur le ballon. Je ne sais pas si ce traumatisme-là qui a mené les gens, jusqu'aujourd'hui, les gardiens, regardez bien les gardiens, surtout européens, qui peuvent prendre une balle, ils peuvent la prendre comme ça de la poitrine, mais qui prennent le temps de dégager. C'est même plus difficile parce qu'en dégageant, il faut assurer que vous ne mettez pas au centre et vous êtes surpris. En poitrine, c'est difficilement maîtrisable. Non, mais c'est devenu léger quand même. On a vu des gardiens ici qui... Tout quand Daniel et autres, ils vont chercher la balle dans l'angle, carrément. Il y a des effets qui font que, bon, prendre un ballon comme ça qui vient de 20 mètres, 22 mètres, c'est d'abord risqué. Il est mieux de dégager un peu de côté, pas dans l'axe, parce que dans l'axe, vous vous mettez en difficulté. Mais je pense qu'on va se renseigner sur ces genres de prises, parce qu'effectivement, il n'y a plus ces frappes, et puis bon, la prise nette dans la poitrine et dans les bras du gardien. Qu'est-ce qui expliquerait cela? Bon, d'autres parleraient de l'effet du ballon qui peut à tout moment changer de trajectoire. C'est certainement ça. On reste toujours dans l'historique du... Non, mais là, excusez-moi, mais il faut reconnaître qu'aujourd'hui, c'est devenu académique. Hein, les gardiens qui dégagent le ballon du point, c'est académique. On enseigne ça dans les écoles de football. C'est plus prudent de dégager un ballon que de vouloir le saisir comme par le passé. Donc, c'est la nouvelle donne. Bon, c'est plus prudent. Souvent, il y a les doigts qui sont déplacés aussi. On dégage du point. Voilà, on dégage du point, un point bien fermé, dégage le ballon le plus loin possible que de vouloir le prendre et puis le relâcher. Ok, monsieur, on est en route pour le mondial et vous êtes sur DNTV, la seule chaîne qui prend le devant des choses et qui commence déjà à prendre sa route parce que celui qui veut aller loin ménage sa monture. C'est parce qu'on est pressé qu'on commence maintenant. Et on veut arriver à bon port. Toujours dans l'historique de la Coupe du Monde, je rappelle que 1930, l'Uruguay gagne. 1934, c'est l'Italie. Et l'Italie gagne encore en 1938. Première nation à avoir gagné successivement. Et puis en 1942, jusqu'à 1945, il y a ce que vous appelez la guerre mondiale. Cette guerre-là a stoppé un élan, mais est-ce que la guerre a permis au football
à la FIFA de repenser quelque chose. Sans les bombes, sans les mitraillettes, la Coupe du Monde a-t-elle joué un rôle de rassembleur, ce rôle de pardon, parce que les nations ne se frappaient plus à coups de fusil, mais ils se côtoyaient, ils rivalisaient avec le ballon, et puis bon, ça donnait aujourd'hui ce que ça donnait le mondial. Tout à fait. En fait, le sport, après tout, c'est une activité récréative. Ça, c'est très important. C'est vrai qu'après, ça produit des intérêts maintenant à un haut niveau, mais ça permet aux gens de se relaxer, de prendre la joie. Vous voyez dans les tribunes en Europe, où les gens vont encore au stade, des hautes autorités, on a vu des anciens présidents, même des présidents de RS6, qui vont souvent les dimanches ou bien les samedis regarder jouer leur club. Ça fait un rapprochement. Même des gens, je ne dis pas des ennemis, mais des adversaires. On a vu, même ici en Côte d'Ivoire, lorsqu'on parle à SEC Africa, on voit une antinomie comme ça. On a vu Zensou avec tous les dirigeants de la SEC, côte à côte avec Mondon, paix à son âme. Donc, le football, quoi qu'on dise, c'est vrai qu'on applaudit lorsqu'il y a but. Et puis, souvent, ça fait mal lorsqu'on a encaissé un but. Mais au bout, on rit, on se taquine, il n'y a aucun mal pour ça. Ce n'est pas la guerre, ce n'est pas la politique. Vraiment, quand on dit le football est un facteur de rapprochement, de réconciliation, et lorsqu'on sort de cette fâcheuse guerre mondiale, la seconde, et qu'on revient comme ça, une compétition à 13 équipes qui devient aujourd'hui ce que l'on voit, 48, le football a vraiment réconcilié les uns les autres. On aurait voulu voir soit l'Iran à cette Coupe du Monde opposé aux États-Unis, pourquoi pas, ça allait donner autre chose sans les fusils. Réaction sur cet aspect? Vous l'avez dit, hein, le football, c'est un facteur de rapprochement. Et donc, raisonnablement, quand on est au sport, on doit pouvoir tisser des liens amicaux ou fraternels, c'est selon. Mais je veux dire, vraiment, le football, la Coupe du Monde, a permis quand même à certains pays de se rapprocher et puis d'éviter la guerre. Parce que la guerre, quoi qu'on dise, hein, elle fait toujours des dégâts. Donc, dans cette période où il n'y a pas eu de Coupe du Monde, c'était la guerre. Franchement, c'était malheureux pour les athlètes et ce sont des situations à ne plus revivre. Messieurs, pour ce parcours, nous sommes en mi-chemin. C'est maintenant que nous prenons notre départ en route pour le mondial. On n'a même pas encore dépassé à Boisseau. La route est longue, hein? On va parler de l'impact de ce mondial sur les nations. Le cas de notre Afrique. Le continent africain a-t-il bénéficié des retombées de la Coupe du Monde? Maître Yao Émile, vous avez fait une petite recherche là-dessus. Il en ressort quoi? Que vous nous dites? L'impact de la Coupe du Monde sur les nations. Les retombées surtout. Les retombées, bon, de façon générale, prenons les participants de coups. Ils ont des primes qui vont de 5 milliards et autres. Pour le vainqueur, cette année, par exemple, il est au-delà de beaucoup de milliards. Mais le participant lui-même, il a au moins 5 milliards. En France CFA, bien sûr. C'est déjà quelque chose. Ensuite, ça fait de la visibilité pour tous les participants. Ça relance la valeur de nos joueurs. Vous savez que la Coupe du Monde a relevé beaucoup de joueurs. C'est un marché à partir duquel des professionnels du monde entier qui ont eu la chance de jouer. C'est comme un pèlerinage, c'est la plus grande assemblée du football. Pour quelqu'un qui est musulman, n'avoir pas fait la Mecque, vous n'avez pas compris tout. Un footballeur qui n'a pas fait la Coupe du Monde, il y a quelque chose qui lui a manqué. Ça n'a rien à faire. Qu'il ait pris ou n'est pas pris, mais il n'aura pas participé à la Coupe du Monde, ce n'est pas normal. Donc, de façon générale, les participants, c'est de l'argent qu'on donne au pays. Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait de cet argent? Ça, vraiment, chaque fédération rend-elle compte à sa nation dans la gestion de cet argent? Ça, c'est notre débat. Mais dans la préparation et après la qualification, jusqu'à la participation, en phase finale, ça c'est clair que les États qui participent, ils ont non seulement des primes, les joueurs se vendent, ils se font voir, et ainsi de suite. Mais particulièrement l'État, les États maintenant qui organisent, c'est un moyen de développement, de pousser leur développement sur les infrastructures, par exemple, les routes, les hôtels, le tourisme. En Côte d'Ivoire, par exemple, lorsqu'on a fait la CAN, on a eu droit à beaucoup de terrains qui n'avaient pas. Et de rénover aussi. Sous financement de l'État. C'est même pas financement de la CAF. C'est pour ça que encore moins de la FIFA. C'est pour ça que j'essaie de dire, l'argent que la FIFA donne, lorsqu'on participe, ne serait-ce qu'on participe au mondial,
Et comment on l'utilise, je ne sais pas. Est-ce que cet argent appartient exclusivement aux fédérations? Je ne sais pas. Si oui, est-ce que les clubs en bénéficient? Parce que moi, j'aurais bien voulu rêver, voir les clubs, les pays qui ont déjà participé à une Coupe du Monde, dont on sait qu'on a donné pas moins de demi-milliard en francs CFA. Je voulais voir au moins la première ligue, qu'on amène toutes les équipes à voir ne serait que des centres d'entraînement. La terre appartient à l'État de Côte d'Ivoire, n'appartient pas à quelqu'un. Donc l'État, payer la terre à l'État, ce n'est pas un prix exorbitant. Et amener l'État à nous aider, parce que chaque club, mais en Europe, même les clubs de 3 divisions ont des centres d'entraînement. Nous, on a des clubs de première division en Côte d'Ivoire qui n'ont pas de centres d'entraînement. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Alors, c'est un mini-débat autour de cette réflexion, les retombées de la Coupe du Monde du Mondial sur le continent africain, un cas social. Le Cap-Vert, pour la première fois, va à la Coupe du Monde. Imaginez si la FIFA vient construire 5 châteaux pour les villages capverdiens, donner au Cap-Vert la construction d'autoroutes ou de routes ou d'écoles. On dit qu'il y a des retombées. Mais les retombées pour les fédérations nationales et pour les joueurs qui ont une certaine visibilité, mais la nation en tant que telle n'a pas de visibilité. On peut parler de la Côte d'Ivoire, du Ghana, du Cap-Vert, du Maroc, mais est-ce que véritablement il y a une traçabilité de retombées? Mon pays est parti au mondial, voici moi, État, ce que j'ai eu. Est-ce que depuis 1930, vous avez senti ça sur le continent? Bon, de toute façon, Rach, comme nous ne sommes pas les gestionnaires de l'État, nous, on ne peut que faire des spéculations. Par exemple, est-ce que vous dites, quand vous prenez San Pedro, pour la Côte d'Ivoire, ne serait que la CAN, c'est-à-dire ce qui est investi à San Pedro seulement, l'argent que l'État a mis à la disposition du football seulement, moi je pense que si on met ça dans le développement des deux structures, ça va prendre notre... Mais on a concentré malheureusement après le mondial. On le sait. Moi je dis, dans cette CAN de la Côte d'Ivoire par exemple, vous en parlez, quel a été l'apport de la FETIE, la Confédération africaine de football? Quel est l'apport de la FIFA qui reçoit la Côte d'Ivoire pour la 4e fois à son banquet? Qu'est-ce que la FIFA pourrait donner à notre État? Moi, ma question est là. Non, moi je réponds. Je veux dire que la FIFA, là, elle traite dans un pays avec les fédérations locales. Et donc, la fédération locale, elle est sous la tutelle de l'État de Côte d'Ivoire. Donc, si l'État de Côte d'Ivoire, quand vous envoyez votre enfant à une cérémonie et qu'on lui donne dans nos villages une bouteille de boisson pour le chef, il vient et rencontre. Parce que quand l'État, c'est l'État investi dans nos infrastructures. Donc, la fédération va dire, parce qu'on donne 5 milliards suite à la Coupe du Monde, est-ce que c'est la chose? Non. La fédération elle-même fonctionne sous la tutelle de l'État de Côte d'Ivoire. Donc, j'espère que, je pense que normalement, ce que la FIFA donne à nos fédérations, la FIFA devait être déployée devant l'État de Côte d'Ivoire. Parce qu'avant de partir, l'État a mis de l'argent dedans. Les structures, c'est l'État qui a mis son argent dedans. Donc, aucune fédération locale ne peut dire, c'est qu'on me donne au-delà par la FIFA, c'est moi qui dois gérer. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Léonard, réaction? Oh, moi je pense que raisonnablement, l'argent que la FIFA donne pouvait construire des infrastructures, même sportives. On sait qu'en Côte d'Ivoire, ici, par exemple, il y a des stades. Nous, on a eu la chance de participer au championnat. Mais un stade comme celui de Poiflé, mais vous avez visité certainement ce stade-là. Il y a des stades qui doivent être refaits. Comme le mythique stade de Biaka Boda de Gagnoa. Ça vous adressez encore à l'État? Non, moi je dis la fédération. Avec l'argent. On peut mettre sur pied, c'est-à-dire rénover ce stade-là. Mais si l'orientation ne vient pas de la FIFA, vous pensez que la Fédération nationale est à même de faire ce dont vous parlez là? Non, je veux dire que moi je mets la FIFA, Infantino met de l'argent à disposition du Cap-Vert. Je prends un exemple. Oui. Et la Fédération capverdienne arrive. Monsieur le Président, on a eu 5 milliards, même si on a été éliminé au premier tour. Je ne souhaite même pas que le Cap-Vert s'arrête au premier tour. Mais voici ce que nous avons eu comme droit de télévision. Les 5 milliards, là, c'est réparti comment? Oui, ça va dans la caisse de quoi? De l'État ou bien de la Fédération? Voilà ce que moi je pense. Juste. Le Cap-Vert en partant pour le mondial, tout ce qui a été dépenses, les préparations, c'est l'État capverdien qui a pris en compte. Oui. Donc quand ils reviennent avec les 5 milliards, l'État capverdien d'abord, il ne faut pas oublier, dans tous ces États, souvent on déplace des lignes budgétaires pour accomplir une urgence. Oui. C'est très important. Oui. Donc, je ne dis pas que pendant qu'on a joué sur la CAN, les services comme la santé et autres, là, tout a été équipé. Mais l'État avait un devoir de faire en sorte que la CAN soit correcte. Comme maintenant, l'État a l'intérêt à ce que
nos éléphants partent à la Coupe du Monde. Quand on vient avec de l'argent, là où on a bloqué le développement, parce qu'on prend cet argent, au moins on satisfait. Mais ce qui reste pour le football, l'État là s'assoit pour dire, écoute, nous en Côte d'Ivoire, le sport doit être développé. D'ailleurs, c'est pour ça que la FIFA a donné de l'argent. Mais développer le football, c'est quoi? C'est construire les structures, c'est veiller à ce que les salaires d'abord, les salaires, parce que ça c'est très important, les gens en parlent très peu. Nous sommes des travailleurs dans les structures privées étatiques, nous avons des salaires. Si le salaire n'est pas payé, il y a un tribunal pour aller se plaindre. Mais les footballeurs, ils vont se plaindre où quand ils ne sont pas payés. D'accord. En résumé, Maître Yao Émile, 1930-2026, l'Afrique a véritablement bénéficié des retombées du mondial. Okay. Il y a eu la visibilité. Au moins. La visibilité aussi, ce sont ces Africains, ces joueurs qui ont éclaboussé de leur talent l'épreuve. Léonard Debout, pêle-mêle, il y a des joueurs qui sont restés des monstres sacrés dans la vitrine de la FIFA. Absolument. Ces joueurs-là, ils se sont fait connaître à travers le mondial. C'était avec déjà une réputation et ils n'ont fait que la bonifier au mondial. On va prendre l'exemple du gardien camerounais Thomas Nkono en 82 en Espagne. Thomas Nkono est celui-là même qui a gardé les perches du Cameroun quasiment inviolées. Il n'a pris qu'un seul but et le Cameroun a fait 3 matchs nuls. Mais malheureusement, cette équipe du Cameroun... Je rappelle que Kondo avait une particularité, c'était le gardien qui portait un pantalon. Voilà, un pantalon, voilà. Un pantalon. Donc Thomas Nkono, impressionnant, un grand gabarit, qui jouait à l'époque avec le canon de Yaoundé, est allé au mondial et a fait sensation. Il a émerveillé toute la planète football, au point où il a été recruté par l'Espagnol de Barcelone. C'était l'araignée noire. L'araignée noire. Autre fait, autre talent. Autre talent, on va parler du Marocain, Mohamed Timoun. C'est au Maroc, le Marocain, c'était au Mexique en 86. Ce milieu de terrain-là, playmaker, meneur de jeu de l'équipe du Maroc, a fait montre de toute l'immensité de son talent, un pied gauche de velours, et a distillé des bons ballons, au point où l'équipe du Maroc a fait une belle prestation et est même allé au 2e tour en 86. C'était une belle équipe quand même. Très belle équipe, les Méric Crimo, voilà, très belle équipe du Maroc. Vous poursuivez? Je poursuis avec Roger Mila en Italie. En 1990, Roger Mila, qui n'avait pas un âge olympique, hein, il avait 38 ans à l'époque, et donc il n'avait pas un âge olympique pour jouer la Coupe du Monde. Je me rappelle qu'il y a eu une bagarre entre eux, parce que certains ne voulaient pas de lui en sélection, comme Joseph-Antoine Bell, François Oman-Bik. Certains joueurs étaient totalement opposés au fait que Roger Mila soit dans cette équipe-là. Mais l'État camerounais l'a imposé. Et Roger Mila, à ce mondial-là, il a fait montre vraiment de ses qualités de buteur en marquant 4 buts, dont un doublé face à l'équipe de Colombie. Roger Mila. Le gardien Guita n'oubliera pas de sitôt. Voilà, qui n'oubliera pas de sitôt. Alors, avec sa danse, sa fameuse danse. Justement, sa fameuse danse. Aujourd'hui, beaucoup d'entraîneurs, je ne sais pas s'ils sont racistes ou pas, reprochent ce soir à Vinicius, à certains joueurs africains, d'origine africaine. Ah, celui-là, il se moque du public, il se moque de l'éthique en dansant. Mais quand Roger Mila fait ses pas de danse, en 90, mais c'est une réjouissance. Oui. Pour l'Africain, le football est avant tout une fête. C'est ça. Et puis, les pas de danse de Roger Mila, nous qui partons souvent dans les petits bistrots pour nous habiller, c'est du Makossa. Oui. Vous vous rappelez en 84, Côte d'Ivoire 84, le Cameroun commence à Boaké pour terminer ici à l'hôtel Sobroko, ils prennent la coupe, ils s'en vont. Mais c'est la période où le Makossa, les Bodibile, les Sanfan Thomas, et ce n'est pas les danses, ça. Ce n'est pas les danses des Camerounais. Mais est-ce qu'on peut reprocher à un joueur qui vient de marquer un but d'anthologie de manifester? Mais si je ne comprends pas. Moi, je pense que ils sont pas sportifs et puis bon, ce élan-là est un élan un peu, on pourrait interpréter. Ce n'est pas juste. Il faut laisser les joueurs s'exprimer parce que un joueur peut s'exprimer comme il veut et autres. Moi, je pense que Roger Mila a montré la voie. D'autres le suivent aussi avec les Vinicius et bien d'autres. Les Ivoiriens, le plus souvent, quand ils marquent un but, ils viennent danser. Ils le célèbrent. Soit le coupé décalé ou bien le zouglou. C'est notre style à nous. Voilà. Autre talent peut-être pour terminer? Alors, autre talent, on va parler du Sénégalais Bouba Diop en 2002 lors de la Coupe du Monde Japon-Corée. Bouba Diop est entré dans l'histoire en marquant un but face au pays détenteur du trophée, c'est-à-dire la France qui avait pris le trophée en 98. Et Bouba Diop,
permet au Sénégal de battre la France par 1-0, un but qui n'est pas académique, et il était quasiment au sol quand il marquait ce but-là. On dit comme ça que ce but-là, c'est le résumé, une synthèse du colonisé qui gifle le colonisateur. on va appeler ça comme ça. Les Africains étaient quand même... Il y a eu beaucoup de cas comme ça. Hein. Bouba Diop, n'oubliez pas notre compatriote Didier Drogba, seul Africain à avoir marqué un but face au Brésil, en 2010. En 2010. D'autres joueurs qui étaient partis pour être le meilleur buteur du mondial en 2010. Malheureusement, il va rater le 7e. C'était sur un pénalty des dernières minutes, le malheureux. Mais il fait parler, il fait partie aujourd'hui de ces monstres sacrés africains qui se sont inscrits sur la tablette de la FIFA. Bien sûr, je pense qu'Agassama Diouane reste le seul joueur le seul joueur africain qui a marqué 6 buts au mondial. Oui, ça c'est clair. Il a le record. C'est clair. Ouais. C'est clair. Malheureusement, on retiendra ce qu'il a. Le pénalty manqué. Voilà. C'est ça aussi. Ce pénalty-là qui allait permettre au Ghana de rentrer dans l'histoire parce qu'il jouait la demi-finale. Demi-finale. Ouais. Et ça, franchement. Malheureusement, on va dire. Avez-vous fini? Oui, c'est fini. Émile, est-ce qu'un joueur, en écoutant Léonard, un autre joueur africain vous aurait marqué tout au long de cette traversée pour aller au sommet aujourd'hui de la planète? La Coupe du Monde est devenue le mondial. Oui, c'est ce qu'on a cité. Quand même, Drogba a marqué un but quand même devant le Brésil. Devant le Brésil, ça c'est... Même si. Voilà. Même si, il y a Drogba, il y a les bons mais Salah aussi qui ont joué. Il y a Sadio Mané aussi. Il y a des joueurs à qui on a fait attention à partir du mondial. C'est arrivé, même s'ils n'ont pas pris la coupe. Le problème de l'Afrique, c'est de prendre la coupe. Mais je vous dis que l'Afrique prendrait la coupe pas par une équipe qui est au sommet. Parce que moi, je donne l'exemple du Maroc. Le Maroc n'est pas au sommet en Afrique. Mais qui joue une demi-finale. Donc, faisons attention. Et ces joueurs-là, je pense qu'on ne peut pas tous les citer, mais les équipes, par exemple, comme le Cameroun, avec le Women B qui battent l'Argentine, voilà. L'Algérie de Benoumi, la garde Benoumi qui bat la RFA à l'époque. Vous parlez du Sénégal qui bat la France, la Côte d'Ivoire même au 3e match qui bat la Tchécoslovaquie, je crois que c'était notre première victoire. Ouais. Donc c'est des faits et nous souhaitons vivement que ces garçons-là puissent relever le continent africain. Il y a beaucoup de crises sur notre continent et au moment où nous lançons cette opération, on fait un clin d'œil à tous ces pays qui sont en souffrance à partir des crises, à partir des guerres, du terrorisme, sur le football là, qui viendra réconcilier tout le monde. Et je partis que même en Iran, même en Israël, lorsqu'on va lancer cette Coupe du Monde, ce mondial, beaucoup vont déposer les armes pour regarder à la télévision ce mondial-là. Regarder la télévision, c'est regarder DNN TV. La semaine prochaine, on va rentrer dans le vif du sujet. C'est une mise à bouche, mesdames et messieurs. Ne décrochez surtout pas. La rediffusion pour vous, c'est pour dimanche à 18h et le mardi à 17h. Vous pouvez vous regarder. Ce qui ne marchera pas, faites-nous part de nos tares. On va corriger au fur et à mesure et on va booster avant même le coup d'envoi de ce mondial. Pour nous séparer, je vous propose ce petit spot en musique sur les palmarès de 1930 à 2022 pour vous faire comprendre et vous dire que DNTV a lancé son train, destination les États-Unis, escale au Canada, escale au Mexique. Messieurs, merci de nous avoir suivis. Merci d'avoir participé avec brio à ce premier numéro, Maître Émile. Léonard, merci. Merci à vous. On va se retrouver la semaine prochaine. Permets-moi de dire que les pays africains, si à la ligne directe, nous avons au moins la moitié qui va à la ligne directe, un pays africain va jouer la finale. Que Dieu t'entende. Je voudrais dire merci à toute l'équipe technique qui nous accompagne, et surtout le manager En route pour le mondial, Mike Singo. Merci de nous avoir suivis. À la semaine prochaine sur DNTV.